la liberté. Moi, je m'identifie en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Dans mon enfance à moi. Ça t'offre un autre regard. Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant est-ce que tu les connais vraiment ? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent ? En quoi sont-ils différents ? En quoi, moi, suis-je différent ? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Avant d'aborder la bispiritualité la semaine prochaine, dans un 4e et dernier épisode sur la diversité sexuelle et de genre, Jean-Baptiste Gauthier s'intéresse aujourd'hui aux diversités sexuelles. Dans les épisodes précédents d'Autre Regard, nous avons abordé la diversité de genre à travers les identités non-binaires et transgenres. Mais comment la sexualité s'inscrit-elle dans ce processus identitaire autour de la diversité ? Et pourquoi la notion de diversité sexuelle est-elle souvent liée à celle du genre ? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré la sociologue et chercheuse Lynn Chamberlain, spécialisée dans la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Elle nous explique tout d'abord comment ces notions convergent tout en étant différentes. Le terme de diversité sexuelle fait d'abord référence pour moi à la diversité des orientations sexuelles. Alors, par orientation sexuelle, ce qu'on entend, c'est l'attirance vers d'autres personnes. Donc, l'attirance soit envers des personnes du même sexe ou du même genre, ou des personnes de l'autre sexe ou l'autre genre. Traditionnellement, on parlait de sexe. On verra plus loin comment ça se transforme. Donc, on conçoit qu'il y a deux sexes, donc on est attiré soit vers le même sexe, soit vers l'autre sexe. Et ce qui nous donne l'orientation hétérosexuelle et l'orientation homosexuelle. Il y a aussi la bisexualité qui était définie, qui se définit encore pour beaucoup de gens par le fait d'être attiré par les deux sexes, donc par des hommes et par des femmes. Maintenant, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'attirance? On peut parler du désir, c'est-à-dire le désir ressenti, les fantasmes qu'on a, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'avoir une relation sexuelle avec une personne. On peut parler aussi des comportements, c'est-à-dire des rapports sexuels que j'ai avec une personne. Et donc là, c'est un désir qui est mis en œuvre, si on veut, qui est concrétisé. Et enfin, on peut parler aussi de l'identité, c'est-à-dire est-ce que cette caractéristique de ma sexualité est suffisamment importante dans mon identité, dans ma subjectivité, pour que je lui donne une place et que je me nomme à partir de ça. C'est-à-dire, je me nomme comme une femme lesbienne, dans mon cas, ou une personne se nomme comme gay, comme homosexuel, avec un vocabulaire qui indique ses préférences d'orientation sexuelle. Quand on parle d'orientation sexuelle, donc on parle de désir, on parle d'attirance, on parle ensuite de comportement et on parle aussi d'identité. Ces trois aspects-là convergent bien souvent, mais pas toujours. Et ça peut se transformer dans le temps. Donc, on peut avoir une personne qui a des désirs, mais qui ne les concrétisera pas pour toutes sortes de raisons. On peut avoir des personnes qui ont des comportements, mais qui ne s'identifient pas forcément comme gay ou comme homosexuel ou comme lesbienne, même si leur comportement implique des relations sexuelles avec le même sexe. Donc, il faut pas présumer qu'il y a toujours une convergence entre ces trois dimensions. Et l'autre aspect, c'est que ça évolue dans le temps. Donc, ça peut changer. Lynn Chamberlain évoque la revendication du genre, du désir et ou de l'attirance. Mais comment l'assumer quand on fait partie d'un groupe minoritaire comme les homosexuels, les non-binaires ou les bisexuels par exemple ? On en a parlé avec Maxine, puis avec Chantal,
2 franco-manitobaines qui sont en couple depuis maintenant plus de 20 ans. On s'est jamais caché. Même si des fois, on était dans la situation, on se retrouvait ça un peu peut-être difficile, plus difficile. On s'est jamais permis de cacher qui on est, no matter où ce qu'on était. C'est important quand je vois des injustices, je pense. On dirait que ça augmente d'importance, que je me sens comme s'il faut que je me tienne debout pour cette personne-là qui passe à travers quelque chose qui n'est pas correct. Au jour le jour, j'y pense pas vraiment. Je suis jamais vraiment affrontée avec cette question-là, je pense. Je me regarde dans le miroir, puis c'est fine, puis il n'y a jamais personne autour de moi qui me fait sentir comme si je devrais... Ouais, c'est important, mais pas 100%. Je pense, tu sais, comme je suis très francophone, ça prend une grosse importance chez moi aussi. Je suis une femme, je suis très féministe, ça, c'est une grosse importance. Alors, c'est un chunk. C'est un chunk. D'une vraiment drôle de façon, Maxine, elle peut le cacher si elle veut, pas qu'elle le fait, mais moi, je ne peux pas vraiment. Juste mon look en général dicte que je joue pour l'autre équipe, mettons. Les gens sont plus... Ils assument que je le suis avant de penser que je suis straight. Alors, pour moi, c'est comme... Je suis juste là. Je peux pas vraiment cacher ça, à moins que tout d'un coup, je poussais mes cheveux longs ou changeais mon look entièrement, là, puis ça va juste pas arriver. So, pour moi, je le vis d'une façon différente, peut-être, à cause de ça. Mais en même temps, je l'assume, puis je me présente de cette façon-là parce que je suis assez confortable avec qui je suis. Lorsqu'on fait partie d'un groupe minoritaire, les mots ont leur importance. Il y a une réelle nécessité de pouvoir nommer son identité. Alors, les personnes qui ne correspondent pas à la norme doivent pouvoir nommer qui elles sont. Et alors que les personnes qui s'inscrivent dans la norme n'ont pas besoin de le faire. La norme, c'est ce qui va de soi, ce qui est évident, ce qu'on ne questionne pas, ce qui est pris pour acquis. Alors, vous allez dans un hôpital, on va vous demander votre conjoint, votre conjointe. On présume que c'est une personne de l'autre sexe. Et donc, il y a tout un ensemble de présomptions qui sont là et qui font que quand on s'inscrit dans la norme, on n'a pas besoin de le dire. Si notre vécu, notre expérience est en dehors de la norme, il y a un besoin de le nommer. Sinon, c'est effacé, ce n'est pas reconnu. Les personnes hétérosexuelles, en général, ne se nomment pas parce que leur orientation sexuelle correspond davantage à la norme. Donc, on la prend pour acquis, on la présume. Si ce n'est pas contredit, on pense que l'orientation sexuelle est d'abord hétérosexuelle. Donc, il n'y a pas besoin de la nommer. C'est celle qu'on présume en général. Alors, les personnes qui vont nommer leur orientation sexuelle, c'est les personnes qui divergent de la norme hétérosexuelle. Donc, en gros, c'est ce qu'on entend par les personnes de la diversité sexuelle. Les groupes qui se situent hors des normes ont alors agrandi le vocabulaire de la diversité sexuelle et de genre, en y ajoutant des termes spécifiques pour mieux se définir, comme gay, lesbienne, bispirituel ou encore asexuel. Le terme gay lui-même était un terme qui était utilisé couramment dans les sous-cultures homosexuelles parce que c'était un terme qui était positif par rapport aux autres termes, mais aussi qui permettait d'échanger dans un langage codé. On pouvait aussi dire est-ce qu'il est dans la même famille, est-ce qu'il joue dans la même équipe. Il y avait toute une série d'expressions voilées ou codées, mais qui circulaient surtout à l'intérieur des milieux homosexuels ou des milieux de lesbiennes. Maintenant, il y a un vocabulaire nouveau qui est apparu de plus en plus dans les récentes décennies. Donc, ce vocabulaire-là est enrichi. Ensuite, il circule aussi plus vite, notamment par les médias sociaux. Donc, ils permettent d'échanger, de se définir, de s'approprier ce vocabulaire pour se définir. Et ce vocabulaire-là sert donc dans l'expérience subjective à se nommer, à aider à savoir qui je suis. Donc, on va voir des personnes qui vont prendre tel terme et puis 6 mois, 1 an plus tard, ils vont découvrir d'autres aspects, d'autres termes qui leur correspondent mieux. Donc, ils vont utiliser ce vocabulaire-là pour arriver à se définir. Et ce vocabulaire-là, pour les autres, c'est un enjeu de reconnaissance, c'est-à-dire le fait d'utiliser le bon terme, le fait d'utiliser le bon prénom, le bon
pronoms aussi pour parler ou interagir avec une personne, c'est un signe comme quoi on reconnaît cette personne-là dans toute son individualité, dans toute son identité. Donc, c'est important d'apprendre à connaître ce vocabulaire-là, de se soucier, de respecter les termes avec lesquels une personne souhaite être identifiée. Pour Chantal et Maxine, il est cependant nécessaire de ne pas généraliser le besoin d'utiliser des termes et des lettres pour nommer son identité de genre ou sexuelle. Moi, je m'identifie comme lesbienne. Ça fait depuis que j'ai 19 ans que je suis out. Je pense que c'est de moins en moins nécessaire. Les gens, maintenant, c'est plus vraiment un point de discussion. On peut nommer avec qui on passe du temps, que ce soit un homme ou une femme, puis ça n'a pas vraiment rapport. Moi aussi, j'ai été chanceuse avec ma famille, évidemment, et mes amis. La majorité de mes amis, j'ai pas perdu des amis tout d'un coup à cause que j'ai fait un coming out. Mais j'aime le fait que c'est de moins en moins nécessaire parce que je pense que les gens peut-être tombent en amour avec quelqu'un, mais ils ne savent pas exactement quelles lettres vont les identifier. Je pense que Maxine pourrait en discuter plus longuement que moi par rapport à ça. Mais pour moi, c'est assez facile parce que ma lettre a toujours été là. Je pourrais comprendre que c'est un peu plus difficile pour les gens qui n'ont pas encore une lettre ou qui ne savent pas à quelle lettre s'identifier. Moi, je me suis toujours pensée hétéro. J'avais été avec un homme pendant assez longtemps, puis ça avait cassé, c'est fine. Puis j'ai continué comme ça, mais j'ai toujours eu un genre de petite attraction pour certaines femmes aussi. Puis je me suis jamais vraiment questionnée là-dessus. Comme j'ai juste vu au jour le jour, genre. Puis j'avais des amis gays, des amis lesbiennes, des amis, toutes sortes de genres d'amis. Et puis, à un moment donné, ben c'est ça, avec Chantal, là, je suis quoi? Tu sais, là, j'ai commencé à me poser la question. J'ai décidé que j'étais lesbienne. Vraiment, c'est comme ça. Parce que, je pensais que ça allait être plus facile pour le monde autour de moi d'accepter, parce que c'est connu, le monde comprenne. Ça, un peu plus que juste, je sais pas, je suis quoi, puis je vacille entre les deux. J'aime qui j'aime pour leur personnalité, pour leur cerveau, plus que le corps dans lequel ils sont. Mais en termes de lettres, je sais pas, j'ai pas de lettres. Puis j'aime pas ça, des lettres. Moi, personnellement, je déteste les labels. Je trouve qu'il y en a trop, en général, partout. Il y en avait dans ma vie hétéro, il y en avait dans ma vie lesbienne. Si tu veux parler de la communauté gay, c'est très jugé dans cette communauté-là aussi. Je pense que ça l'est beaucoup moins maintenant que ce l'était dans le passé. Mais même dans la communauté, tu avais des labels. Moi, j'étais considérée une lipstick lesbienne, si tu veux, parce que j'étais plus féminine, je portais du make-up, je faisais mes ongles. Mais je m'identifiais pas à ça non plus. Puis j'ai toujours comme vacillé. Puis j'ai juste décidé que je suis qui je suis. Puis c'est tout. J'ai pas de lettres ou... Si tu n'as pas ta lettre dans la liste des lettres, ben tu l'as vu, tu as besoin d'être identifié. Je peux comprendre ça 100%. Puis je pense que c'est comme n'importe quoi. Des fois, il faut aller loin pour venir peut-être au milieu. Il va peut-être finir par avoir 20 lettres à un moment donné. Puis là, après ça, on décide que c'est plus important, que les gens sont juste qui ils sont, puis qu'on n'a plus besoin de lettres, qu'on s'identifie comme on est, puis c'est tout. T'sais. J'espère que ça puisse venir à ça à un moment donné. C'est ça que j'espère pour l'avenir, que who cares? Moi, je pense que la lettre est plus importante pour les autres gens dans ta vie. C'est un moyen pour qu'ils puissent te comprendre peut-être ou d'essayer de comprendre peut-être. Mais pour nous, si on n'en avait pas, je ne sais pas si ça fait tellement de différence. Je pense, dépendant du parcours de certaines personnes aussi, c'est plus important de s'identifier, d'avoir une famille peut-être, ou tu sais, il y en a, c'est ça, ils retrouvent une famille dans cette communauté-là. Puis, tu sais, moi, de mon côté, ben encore une fois, j'étais très choyée. Alors, j'avais toujours eu beaucoup d'amis, j'ai toujours eu une famille acceptante. Puis, c'est ça. Je pense que ça dépend de la personne. Il faut faire attention pour ne pas que les termes deviennent des étiquettes. Et des étiquettes, on entend par là que par un terme, on définirait toute la personne. Les étiquettes, ce sont des termes qui sont utilisés de façon plus
réductrice pour juger une personne et souvent la disqualifier. Donc, il faut faire attention pour que les termes ne deviennent pas des étiquettes, c'est-à-dire des mots-clés qu'on applique à des personnes et qui sont souvent associés à des stéréotypes ou à des façons de dénigrer ces personnes-là. C'est un gay, c'est un efféminé. Bon, maintenant, avec les nouveaux vocabulaires, va se développer aussi des nouveaux termes. Et déjà, l'étiquette est plutôt négative. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Il faut vraiment que les termes soient employés de façon respectueuse. Et la meilleure façon de le faire, c'est souvent de demander aux personnes comment elles se définissent, qu'est-ce qu'elles entendent par ce terme-là. Il faut pas que le questionnaire soit intrusif et on peut commencer par s'instruire soi-même, mais il reste que il faut que l'emploi de ces termes-là permette d'ouvrir le dialogue et non pas de le refermer. Au-delà de la terminologie, comment peut-on alors mieux inclure les personnes issues des minorités sexuelles? Lynn Chamberlain nous parle notamment de visibilité. Comment inclure les personnes qui sortent des schémas hétéronormatifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi communément les personnes LGBT, Q, lesbiennes, gays, trans, queer, bisexuels. Donc, il y a des acronymes qui se développent pour donner une visibilité à ces personnes-là et qui peuvent varier. On pourrait ajouter aussi d'autres termes et comment leur donner. Je pense qu'il est important de leur donner une visibilité. Il est important de leur donner la parole parce que ce sont les personnes qui sont les mieux à même de définir ce qu'elles veulent, ce qui leur fait du bien. Donc, je pense que ça c'est un grand pas en avant. Je pense qu'il faut aussi donner des droits et clarifier. C'est sûr que l'ajout dans les chartes de droits, c'est-à-dire l'interdiction de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle ou sur la base de l'expression de genre ou de l'identité de genre ne suffisent pas en général pour mettre fin à toute discrimination. Cela dit, je pense aussi qu'une autre dimension importante et qu'on ne reconnaît pas toujours, c'est le rôle des institutions, particulièrement des institutions publiques qui devraient, à mon avis, être davantage proactives dans la reconnaissance de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, parce que souvent on s'aperçoit que les cadres législatifs sont là, mais les institutions ne suivent pas. Un exemple bien connu pour le Québec, c'est le fait qu'on reconnaît la possibilité d'avoir 2 pères ou 2 mères depuis 2002. Mais encore de nos jours, les formulaires scolaires, les formulaires quand une mère lesbienne accouche dans les hôpitaux, on n'a pas des formulaires adaptés qui reconnaissent cette possibilité-là. On l'a dans une minorité d'écoles, mais pas encore dans la majorité. C'est en train d'être transformé. Mais donc, les institutions souvent ne suivent pas, alors que ça pourrait contribuer beaucoup à rendre plus visible dans le quotidien la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Pour se sentir incluse, il est important pour Chantal et Maxine de trouver son cercle, sa communauté. Avec COVID, c'est intéressant. On a vraiment de moins en moins de liens avec la communauté. Avant, je vais avouer, c'était probablement majoritairement au bar. C'était pas ou Pride, quelque chose de même. Mais je pense que ça aide si tu as du monde dans ton cercle qui est semblable, juste pour être capable de comprendre, je sais pas, des peines d'amour, des différentes choses de même. Mais ça se relie à n'importe qui aussi. Ça fait que, ouais, je pense qu'on peut comme s'en défaire. Je pense que ça rapproche. Je pense que veut pas, tu sais, les gens qui se ressemblent se rassemblent et puis il y a comme un cozy feeling dans ça, tu sais, de savoir que on est tous sur le même chemin. Ça, c'est nice, mais en même temps, si tu vas individuellement, il y a beaucoup de personnes avec qui je ne m'identifie pas du tout. C'est ça. J'ai fait des amis, de toutes sortes d'amis, mais en fait, personnalité, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que tu es dans cette communauté-là que je t'aime. Sorry. Mais tu sais, c'est comme n'importe où. Juste parce que tu es francophone, ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement que je t'aime ou juste parce que tu es une femme, tu sais. C'est ça, je pense.
Tu sais, tu dis, oh, moi, j'ai une amie lesbienne, tu devrais la rencontrer, puis vous devriez sortir ensemble. Mais c'est comme, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, là, tu sais. Puis j'avoue que quand on se rencontre ensemble avec nos amis gays, que c'est comme, on peut discuter de différentes choses peut-être que si on était entouré de nos amis hétéros, par exemple, parce que les autres peut-être vont se sentir délaissés dans la conversation peut-être un peu, parce qu'ils s'identifient peut-être pas. Je sais que des fois, c'est comme quand il y a un anglophone à la salle, on change tout à parler en anglais. Ben, tu fais la même chose. Nous avons rencontré Kevin Prada, étudiant en psychologie spécialisé dans la recherche sur les populations marginalisées, dont les populations de minorités linguistiques, sexuelles et de genre. Pour le collectif LGBTQ du Manitoba, il a mené un projet de recherche bien précis sur les besoins de la communauté LGBTQ2S d'expression française au Manitoba. Donc, essentiellement, le collectif LGBTQ du Manitoba s'est rassemblé, s'est créé avec un premier mandat de vouloir un peu tenter le pouls de cette communauté-là. Donc, la communauté des gens d'expression française qui s'identifient aussi comme personnes LGBTQ2S au Manitoba. Donc, vraiment, leur premier mandat, c'était, avant de se lancer dans quoi que ce soit, quels sont les besoins? C'est quoi la réalité? Quelles sont vraiment les expériences de cette communauté-là? On a fait un sondage en juin 2020, donc en pleine crise de la pandémie, mais en tout, on a eu 80 personnes répondantes, ce qui est quand même vraiment pas si mal, étant donné que c'est une minorité dans une minorité. On a voulu un peu mieux comprendre leur profil sociodémographique, leur expérience de discrimination, de stigmatisation, et leurs besoins et leurs priorités pour l'avenir. Donc, il y a quelques grands constats qui se dégagent de ce qu'on a trouvé. D'abord, c'est qu'il y a plusieurs d'entre elles qui se sentent ni acceptées dans la communauté francophone, comme personne d'expression française au Manitoba, et ni acceptées par la communauté LGBTQ2S, comme personne LGBTQ2S. Donc, c'est comme un peu ce sentiment-là de devoir mettre en sourdine l'une de ces identités au profit de l'autre. Alors, je mets mon identité sexuelle ou de genre un peu de côté pour pouvoir m'affirmer dans ma communauté linguistique, ma communauté culturelle, et l'inverse, pour appartenir, pour trouver ma place dans la communauté LGBTQ2S où je m'exprime, par exemple, seulement en anglais. Et je manifeste pas cette appartenance-là culturelle. Et aussi un très grand besoin en termes de soutien, de soutien psychologique, de services de santé sexuelle aussi, parce qu'on comprend qu'il y a les personnes LGBTQ2S, les personnes d'expression française qui ont ces deux identités minoritaires-là. Et il y en a pour d'autres, qui en ont encore plus, d'autres identités de minorisation qui s'ajoutent. On a des besoins particuliers. Alors, c'est pas juste assez d'avoir des services qui sont disponibles, mais aussi, c'est important d'avoir des services qui sont affirmatifs, qui reconnaissent l'expérience unique et les besoins uniques de ces personnes-là. Donc, c'est un peu ça les grandes lignes de ce qui émane de ce rapport-là. Notre rapport des nôtres, ça a été la première recherche de ce genre-là dans l'Ouest canadien. Même au Manitoba, français et anglais confondus, on est les premiers à avoir fait une analyse des besoins des personnes LGBTQ2S au Manitoba. Moi, ça m'a abasourdi de voir. Je trouvais rien. Puis là, j'ai demandé d'autres experts dans le domaine qui ont confirmé que non, il n'y a pas de chercheurs qui se sont penchés sur cette question-là. Là, on a des chercheurs à l'Université du Manitoba qui font de même, ce qui est bien, mais on en connaît très peu. Il est donc important pour les minorités de genre et sexuelles de trouver leur place et d'avoir accès aux ressources les concernant. Mais ceci peut s'avérer compliqué dans une société où les genres binaires prédominent. On parle alors de contexte hétéronormatif. Mais qu'est-ce que l'hétéronormativité? Nous en avons discuté avec Lynn Chamberlain et Kevin Prada. L'hétéronormativité, c'est un terme, un concept qui est de plus en plus utilisé et qui réfère à un ensemble de conceptions autour du sexe, du genre et de la sexualité. Et ces conceptions-là sont unies, c'est-à-dire qu'elles reposent sur un système de catégories binaires, d'une part. Alors, par binarité, là, c'est le fait d'être deux, mais aussi de concevoir ces catégories-là comme étant distinctes l'une de l'autre et mutuellement exclusives, presque incompatibles. Dans la vie courante, par exemple, on désignera souvent les deux sexes comme étant opposés. Hein? On dira le même sexe ou le sexe opposé. Alors, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc, on a des conceptions
où ces catégories-là n'ont pas comme un continuum ou des catégories qui se chevauchent, mais comme des catégories vraiment spécifiques et mutuellement exclusives. La cohérence qui est présumée par l'hétéronormativité, c'est une cohérence entre le sexe, qui serait définie par 2 catégories mutuellement exclusives, hommes et femmes, le genre aussi, hommes et femmes, la féminité et la masculinité, les rôles sociaux des hommes et des femmes, et le désir sexuel qui serait orienté vers l'autre sexe. L'hétéronormativité, c'est un des termes qui revient assez souvent. Et on a plusieurs différents termes qui se ressemblent. Hétéronormativité, homophobie, hétérosexisme, biphobie, transphobie. Et pour moi, c'est des termes qui reviennent, qui se réfèrent à des phénomènes particuliers, mais qui se réfèrent à un plus grand cadre dans lequel on a été socialisé, dans lequel il y a homme, il y a femme, ces deux vont ensemble et c'est la seule façon de faire un couple. Et n'importe de quoi qui pourrait même légèrement diverger de cette norme-là, hétéronormativité, c'est moindre. On ne l'accepte pas. On l'accepte très difficilement. Alors, c'est un peu ça, ce contexte-là, où on pourrait dire homophobie. C'est cette peur, c'est cette méfiance en face de tout ce qui n'est pas hétérosexuel, cisgenre. La diversité sexuelle et diversité de genre, c'est pas non plus quelque chose qui appartient juste à la communauté LGBTQ2S. Chaque personne fait l'expérience d'une expérience unique. Les personnes hétérosexuelles, les personnes cisgenres aussi, leur sexualité, leur identité de genre, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, qui s'exprime différemment avec le temps. C'est quelque chose qui se découvre, c'est quelque chose qui se galvanise et qui évolue au cours de la vie. Donc, il ne faut pas non plus se tromper puis de se dire que c'est seulement dans ces LGBTQ2S-là, c'est seulement chez eux qu'il y a une diversité de genre, c'est partout. Comme nous l'explique Kevin Prada, l'hétéronormativité affecte alors le quotidien des personnes issues de la diversité sexuelle. Mais pas seulement. Vous savez, l'hétéronormativité, c'est quelque chose qui affecte tout le monde. C'est pas juste parce que j'en suis la cible comme personne LGBTQ2S que ça m'affecte juste moi. C'est un cadre rigide qui galvanise une pensée très étroite, mais ça affecte tout le monde. Et ça fait en sorte que même comme personne hétérosexuelle, il faut aussi s'inscrire dans ce même cadre-là. Il faut aussi s'inscrire dans cette même dichotomie, dans ce même cadre-là. Mais comme personne LGBTQ2S, comme personne, moi, je suis une personne LGBTQ2S, je suis un homme gay cisgenre. De grandir dans un contexte dans lequel on apprend à connaître qu'on est mauvais dès le départ. Ça introduit comme une tension en nous pour se dire, oui, mais je suis comme ça, je ne l'ai pas choisi, mais c'est ce que j'ai commencé à remarquer en moi, c'est ce qui a commencé à surgir en moi. Mais ensuite de dire, non, je ne peux pas. Je ne serai pas aimé, je ne serai pas accepté, ma famille ne m'aimera pas, ma communauté ne m'aimera pas. Ça engendre des problèmes assez profonds. On a toujours comme un petit trac en rencontrant des nouvelles personnes parce que, évidemment, on prend pour acquis d'abord qu'on est hétérosexuel et qu'on est cisgenre. C'est ce cadre hétéronormatif-là. Alors, on prend ça pour acquis. Alors, il faut toujours qu'on mette comme un... j'ai l'expression « throw a wrench through it ». C'est comme on est en train de faire exploser la conception du monde de plusieurs personnes. J'ai jamais choisi ça et que de sentir que ma vie, c'est toujours comme un message. C'est toujours, je suis en train de faire un statement. Juste en existant. C'est beaucoup. Et à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, puis comme je dis, que ce soit en contexte professionnel, que ce soit en contexte social, inévitablement, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Ça va se faire savoir à un moment donné. Ça fait partie de, stress minoritaire, de ce stress minoritaire-là, de toujours devoir avoir ce trac-là en rencontrant des nouvelles personnes. Et c'est pour ça, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est que de sortir du placard, c'est pas quelque chose qui se fait une fois. Mais c'est un style de vie. Maxine et Chantal, elles, ont un avis qui diverge sur l'impact et la pression de l'hétéronormativité dans leur vie.
oui, j'ai senti cette pression-là. Je pense aussi dans mon domaine de travail, il y a beaucoup de... Bien, plus dans le passé que maintenant, mais il y a beaucoup de... Des drôles de questions comme « Oh, t'es marié, t'as des enfants? » C'est comme une question automatique qui vient, surtout, je pense, dans la communauté francophone, que ça vient un dans l'autre, puis c'est comme non et non. Là, dès le début, je déçois, puis là, le monde sont confus, puis ils essaient de comprendre, puis là, je dis « Ben, je suis gay, puis j'ai pas d'enfant, puis j'en veux pas. » Puis là, ça, c'est un autre niveau, en plus, là. Ouh, je suis après toucher des nerfs, là. Mais c'est quoi, en même temps, je suis drôle comme ça. J'aime voir les réactions. J'adore. Puis là, parce que dans le fond, c'est pas moi qui ai le problème, c'est toi. Et puis toi, il faut t'absorber cette information-là. Puis toi, il faut que tu fasses ce que tu as vu de ça. Puis moi, j'en ai pas de problème. Tu sais, vraiment dans le fond. Je pense, je voulais pas décevoir mes parents. Tu sais, je sais, je suis la pivette de la famille. Je sais que, tu sais, ils veulent avoir des petits-enfants. Ils veulent tout ça. Alors, en même temps, je voulais pas casser leur rêve, tu sais. Mais il fallait que je vive ma propre réalité. Alors, pour longtemps, j'ai senti le besoin de comme pousser mon côté hétéro, peut-être, plus. Mais c'était pas nécessairement contre-cœur. C'est pas comme si j'ai sorti avec des gars parce que je trouvais qu'il fallait. Tu sais, j'ai quand même aimé ça. Mais j'ai vraiment exploré ça pendant longtemps. Puis je pense que parce que j'étais un petit peu dans le milieu, que je savais pas si je voulais me lancer à 100%. Moi, non. J'ai pas eu de pression pour ça, je trouve pas. J'ai sorti avec des gars, mais c'était vraiment au high school. C'était pas des relations très sérieuses. Je pense que je le savais quand même à un âge assez jeune aussi. Je dirais vers comme 12 ans peut-être. Déjà, tu as une idée de qu'est-ce qui se passe dans ta tête qui est différent des autres. Mais j'ai pas ressenti de ma famille ou autre une pression de comme « faut que tu sois straight ». Jamais. Les limites du cadre hétéronormatif sont parfois plus subtiles, notamment en termes de visibilité et de représentation. Alors, l'hétéronormativité a pour effet d'exclure, de marginaliser les personnes donc qui n'entrent pas dans la vision du monde binaire hétéronormative, ce qui fait que les personnes trouvent plus difficilement des modèles dans les médias. Il y a des nuances quand même. Les gays, les lesbiennes, par exemple, qui ont mené des luttes depuis les années 70, ont quand même maintenant acquis une certaine visibilité dans les médias. Les personnes trans, beaucoup moins. Donc, il y aurait des nuances à faire, mais globalement, quand même, la représentation dans les médias, dans la société, a tendance à effacer, ignorer, marginaliser ou moins représenter les personnes qui n'entrent pas dans les schémas hétéronormatifs. Parfois, on va représenter les personnes qui sortent des normes, mais on va les représenter comme étant exceptionnelles, comme étant, voire héroïques même, mais d'un héroïsme qui indique bien que la vie ordinaire, la vie banale, la vie la plus facile, ce n'est pas celle-là. Donc, il y a toujours une présomption que l'hétérosexualité est supérieure parce qu'elle est plus naturelle, parce que elle est plus facile, parce que elle donne lieu à plus de gratification et à une meilleure vie sociale, parce qu'elle donne lieu à l'approbation de l'entourage. Alors, les personnes qui ne se retrouvent pas dans ce schéma hétéronormatif, dans ces modèles hétéronormatifs, justement, n'ont pas de modèle, n'ont pas de vocabulaire pour se nommer, ne savent pas trop est-ce qu'elles peuvent vivre comme elles voudraient. Donc, ça vient rétrécir un peu leur marge de liberté ou d'expression de soi. Comme moi, tout de suite, ce qui me saute à l'œil, c'est dans la tête, c'est le théâtre, par exemple. Tu sais, moi-même, j'avoue, je travaille au Théâtre Sac-Montréal, on fait beaucoup de belles choses, mais pendant longtemps, c'était juste des couples hétéros sur scène. On se voyait jamais représentés. Alors, c'était comme je sais pas qui choisit les textes ou qui décidait, mais je sais pas si la communauté n'était pas prête à voir ça ou quoi, parce que je pense que c'est la première fois avec la pièce cette année inédit qu'on a vu un couple gay sur scène, qui est quand même assez intéressant que c'est juste maintenant que ça se fait. Je trouve ça triste, honnêtement, parce que ça fait longtemps qu'on a du monde comme nous autres dans la communauté, puis, tu sais, je pense que ça, c'est peut-être un exemple de, pendant longtemps, ça a été juste représenter un genre de couple, tu sais.
de plus en plus, ça s'améliore dans ce domaine-là. Mais quand même, à la télé, c'est encore beaucoup comme du tongue-in-cheek genre de choses. C'est quand même pas des réalités nécessairement tout le temps qu'on voit. C'est très typique Hollywood. Il faut commencer en quelque part, puis éventuellement, on va se rendre à que ce soit juste une norme. C'est même plus quelque chose qu'on va y penser aussi consciemment. Pour moi, dans mon expérience, ce n'est que très récemment que je commence à voir, par exemple, des personnages dans des émissions de télévision qui sont pas juste, pardon l'expression, the token gay, qui sont pas juste là pour cocher la boîte puis se dire « OK, ben on l'avait ». Ou encore pire, qui sont pas là comme celui qui a des dépendances, qui est aux prises avec le sida, etc. Ça a été très stigmatisant pendant très longtemps, ces représentations-là médiatiques. Alors, c'est que très récemment qu'on commence à se voir représenter d'une façon qui est organique, d'une façon qui est naturelle et normale, comme des personnes qui respirent, qui ont des rêves, qui ont des aspirations comme tout le monde d'autre. Mais je peux pas surestimer l'importance que ça a. Et oui, c'est important chez les jeunes, mais c'est important chez tout le monde. Donc là, actuellement, de faire ce travail-là avec les enseignants, de dire, OK, dans vos cours d'histoire, parce qu'on est une minorité un peu différente, on n'est pas visible. Les personnes LGBTQ2S, ça existe depuis toujours. Hein? C'est pas neuf, mais on se dissimule facilement. Mais on peut estimer que les personnes LGBTQ2S font partie de chaque échelon de la société, de tous les échelons, du haut en bas, depuis les tout débuts. Alors, on fait comment pour incorporer ces personnes-là dans nos cours d'histoire? En sciences, on fait comment pour incorporer les scientifiques LGBTQ2S pour partager leurs expériences? On fait comment dans les cours de langue pour partager l'art, pour partager la culture LGBTQ2S, pour faire en sorte que ces jeunes-là, qui commencent à se rendre compte qui sont peut-être pas tout à fait dans ce cadre hétéronormatif-là, qui rentrent peut-être pas tout à fait là-dedans, pour pouvoir faire une exploration honnête et authentique de ce que ça veut dire. Je trouve qu'il y a un problème lorsqu'on ne retrouve aucune représentation LGBTQ2S dans les livres d'histoire. Parce que, comme j'ai dit, il y a un chercheur aux États-Unis qui a écrit toute une histoire, tout un livre sur l'histoire LGBTQ2S aux États-Unis pour dire c'est pas normal. Là. À tous les échelons, que ce soit des présidents, que ce soit des éboueurs, que ce soit tout le reste, on est représenté, on est là, mais on n'en parle pas. Donc, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Une des façons dont l'hétéronormativité se reproduit à l'intérieur de la société, c'est à travers l'éducation sexuelle, ou plutôt l'absence d'éducation ou l'insuffisance de l'éducation sexuelle qui est donnée à l'école. Donc, et quand il y a éducation sexuelle, très souvent, elle repose fondamentalement sur des schémas binaires. Donc, une des premières choses qu'on apprend, c'est homme-femme, et l'idée de la complémentarité naturelle des organes sexuels, donc de la sexualité qui devrait en découler. Et c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, dans notre société, on a aussi une énorme représentation de la sexualité non reproductive, mais il reste que ce qu'on enseigne aux enfants comme base de la sexualité, c'est cette complémentarité biologique qui donne un ancrage biologique à l'hétérosexualité, qui en fait une norme biologique, le standard de la sexualité. Comme être humain, on a une tendance de libeller et de réduire la personne qu'on ne comprend pas. Celles et ceux qui nous ressemblent, on les connaît très bien. Mais n'importe quand qu'il y a quelqu'un qui manifeste une expérience différente de la mienne, on le réduit, on la réduit, on les réduit. C'est la même chose avec l'expérience de genre. On aime dire c'est noir ou c'est blanc, c'est homme ou c'est femme. Mais pour moi, j'ai beaucoup appris de mes amis qui m'ont partagé le cadeau de l'enseignement autochtone, que depuis des millénaires, chez plusieurs personnes autochtones, la masculinité et la fémininité, ce ne sont pas deux extrêmes d'une même construction, ce sont deux parties de l'identité de chaque personne. Et chaque personne a un côté féminin et chaque personne a un côté masculin. Comme le dit Kevin Prada, la majorité des communautés autochtones en Amérique du Nord ne portait pas un point de vue binaire sur le genre. Dans le prochain épisode d'Autre Regard, on abordera donc la vision du genre et de la sexualité dans la culture autochtone à travers la bispiritualité.
Merci à Lynn Chamberlain, Maxine et Chantal et Kevin Prada d'avoir participé à notre balado et de nous avoir parlé de la diversité sexuelle. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Ce 3e épisode sur la diversité de genre et sexuelle a été écrit par Jean-Baptiste Gauthier et Morgane Lemay. Vincent Blé est à l'enregistrement, à la conception sonore et au montage. Tanguy Marten et Abdelhamid Swissi sont à la conception visuelle et Sophie Gaulin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autre Regard.